Merci Thibault Nol, Stéphanie Coquelet et Mathieu Sanchez. Et bonsoir Luc Perrineau, merci d'être avec nous dans 28 minutes en plateau, qui plus est, quelle joie. Vous avez fait paraître aux éditions La Découverte il y a 2 mois maintenant, Patient Zéro, histoires inversées de la médecine, que voici, les librairies rouvrent, il faut absolument l'acheter. Ce sont des histoires passionnantes. Effectivement, vous avez voulu aborder le contre-champ. Il n'y a pas que les mandarins, il n'y a pas que les grands médecins, il y a aussi les brocas, les montagnais, etc. Il y a aussi les malades anonymes sans lesquels il n'y aurait pas eu justement toute cette médecine. Une question, qu'est-ce qu'un patient zéro ? Alors le terme est consacré en infectiologie. Donc dans les maladies infectieuses, on cherche donc le patient qui aurait été à l'origine d'une épidémie. On l'utilise aussi parfois un peu pour les maladies génétiques orphelines, quand on a trouvé le premier patient qui est porteur du gène. Mais c'est un terme d'infectiologie. Et moi je l'ai étendu un peu abusivement, mais explicitement à tous les cas qui, dans l'histoire de la médecine, ont permis de faire soit une découverte, soit d'émettre une théorie, soit d'en annuler une, soit d'avoir une nouvelle thérapeutique. Alors, le Covid-19, en fait, c'est le 2e coronavirus dans l'histoire des coronavirus à déclencher ce symptôme respiratoire aigu, le SRAS. Voilà. Le premier, c'était en 2003, et il y a eu un patient zéro qui a été identifié, qui a diffusé la maladie à partir d'un hôtel de Hong Kong en 2003. Il s'appelait, je crois, le docteur Jialoun, c'est ça ? Jialoun, voilà, c'est ça. Alors, cette histoire du SRAS de 2003, elle est intéressante à plusieurs titres. Oui. D'abord parce que c'est l'ancêtre de celui d'aujourd'hui. Les virus se ressemblent beaucoup. Et effectivement, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire des émergences virales, donc en 2003, qu'on a retrouvé très très vite d'où était partie l'épidémie. Donc en fait, c'était parti de Canton, et puis à Hong Kong, c'est une personne qui l'a amené à Hong Kong qu'on a identifié. Mais en fait, le vrai patient zéro, il était antérieur à Canton, il était dans une autre ville de Chine. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire du SRAS de 2003, c'est qu'on a affaire donc au même virus, ou presque, que celui d'aujourd'hui, mais il était beaucoup plus létal, donc beaucoup plus virulent, on va dire, et beaucoup moins contagieux, fort heureusement. Donc ça s'est arrêté assez vite quand on a compris. Et celui-ci, il est beaucoup moins létal. Celui, le Covid-19. Le nôtre d'aujourd'hui, beaucoup moins létal que le premier, mais beaucoup plus contagieux, ce qui est embêtant. Mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça peut expliquer en partie l'histoire de l'évolution des émergences virales. Les virus ont toujours tendance, au cours du temps, à devenir plutôt moins virulents. Alors, il ne faut jamais dire toujours en médecine, mais généralement, ils deviennent moins virulents. Et la contagiosité, c'est très bon pour eux parce qu'ils peuvent se diffuser. Donc, ils ont intérêt à être discrets, les virus. Quand vous dites c'est très bon pour eux, ils ont intérêt à être discrets, on a l'impression que vous anthropomorphisez le virus, mais c'est vrai que c'est un être vivant. Et vous dites, et c'est ça qui vous intéresse, vous, ils ont un programme évolutionniste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un être vivant, par définition, s'il est vivant, il répond aux lois de l'évolution. Et les lois de l'évolution, pour faire simple, je ne peux pas les résumer là, peu de temps qu'on a, c'est se diffuser, se reproduire et se diffuser, c'est ça. Donc survivre, vivre. Voilà. Se reproduire et se diffuser avant même peut-être sa survie personnelle. Se reproduire, c'est plus important peut-être dans l'évolution. Quand on comprend la sélection naturelle, c'est la reproduction qui prime. Donc le virus, il faut qu'il se diffuse et pour ça, il faut qu'il soit discret, efficace. Donc l'efficacité, la transmission respiratoire, on est sûr que celle-là, elle est très efficace, il n'y a pas de doute. C'est plus efficace que la transmission digestive, ce qu'on appelle orofécale ou sexuelle comme le sida. Ça prend des années. Donc là, sa contagion est très efficace. Par contre, la virulence le découvre un peu, il est visible, donc on va se protéger contre lui. Donc la virulence n'est pas une bonne stratégie. Alors le mot stratégie n'est pas bon, évidemment, parce que, comme vous dites, c'est pas d'intention, mais c'est une stratégie qu'on constate, nous, évolutionnistes, a posteriori, en fait. Ça s'est fait au fil du temps. D'accord. L'OMS, en janvier 2020, avait poussé une sorte de cri d'alarme en disant « La crise climatique est une crise sanitaire ». Ça, c'était 3 semaines avant que les Chinois finissent par admettre qu'il y avait véritablement le début d'une pandémie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus ça ira à cause du dérèglement climatique, à cause de la destruction des habitats, plus des virus, des agents pathogènes vont se transmettre des animaux aux hommes. Alors, il y a une chose qui est certaine en ce qui concerne les émergences virales. Ce qu'on appelle les émergences virales, c'est ce qui est apparu, donc, on va dire, au XXe siècle, qui a commencé avec la grippe espagnole, le sida. Et ces émergences virales, il y a moins de grosses pathologies bactériennes maintenant, le choléra, tout ça, c'est fini. Enfin, la tuberculose, la syphilis, je pense qu'on ne le verra plus. Mais les émergences virales, c'est la rencontre entre des populations vierges, immunologiquement, et un virus qu'ils n'avaient pas rencontré jusqu'à maintenant. Et il est certain que plus on va pénétrer à l'intérieur des forêts, plus on va déloger des virus qui se trouvent chez un animal, chez un chimpanzé. Chauve-souris, un pangolin, que sais-je. Et donc,
Le contact n'est pas grave en soi, parce qu'on peut attraper une maladie, ce qu'on appelle une zoonose, mais si ça s'arrête à l'homme qui l'a contracté, le braconnier ou le chasseur, c'est pas grave. Là où ça devient grave, c'est quand le virus mute, ce qui s'est passé pour toutes ces émergences virales, et qu'il devient transmissible, que cette mutation lui permet une transmissibilité d'homme à homme. Voilà. Je reviens à votre ouvrage consacré aux patients zéro, à l'histoire des patients zéro. Va-t-on trouver un jour le patient zéro ayant eu le premier, le Covid-19, et est-ce que c'est important ? Alors, c'est important toujours de retrouver le patient zéro dans le foyer primaire de l'épidémie, c'est-à-dire que là, c'est en Chine, pour savoir si on peut remonter. On n'y arrive pas toujours, c'est difficile, mais ce serait de remonter au moment où la première victime de zoonose, et de savoir quel est le type de mutation, par exemple, qui a permis la transmissibilité d'homme-homme. Ça, c'est intéressant. Hélas, pour l'instant, on ne le sait pas encore, parce que c'est très difficile. Là, on quitte presque l'espèce humaine. Voilà. Mais après, dans les foyers secondaires, c'est-à-dire quand l'épidémie a démarré, donc là, à ma connaissance, comme à la vôtre, c'est en Chine. Quand elle a démarré dans les foyers secondaires, ça n'a aucun intérêt. Ça a un intérêt anecdotique, journalistique, c'est de la petite anecdote, c'est de l'enquête policière. Ça n'a pas d'intérêt. Pour la recherche scientifique, ça n'a plus d'intérêt, ça n'en a plus. Voilà. Il y a quelque chose qui vous fascine, c'est tout l'univers fantasmatique autour de l'infection. Ce que ça suscite, la peur de l'invisible qui est porteur de la létalité, c'est ça? Il y a quelque chose de très fort dans cette hantise de l'infection à travers l'histoire humaine. Alors là, je vois que vous avez bien lu, effectivement, il y a ce que j'appelle, moi, le terme de démesure infectieuse. Ouais. C'est la démesure. Alors, ça vient, sans doute, c'est un inconscient collectif qui nous vient de la peste, je ne sais. Et c'est vrai qu'à partir du moment où c'est une maladie infectieuse, c'est d'emblée beaucoup plus grave, c'est perçu socialement, politiquement, individuellement, comme beaucoup plus grave que toute autre maladie. Et il est certain que si on veut faire, alors c'est très dur de dire ça en période un peu de panique d'épidémie, mais si on veut faire la part des choses, ça n'est quand même pas une grosse catastrophe qui nous arrive là. Ça ne tue que des personnes âgées, la létalité, ça tue. Pardon, l'âge moyen de la mort est de 80 ans. Le total des morts sera de 30 000. On a eu d'autres catastrophes il y a des maladies qui tuent beaucoup plus, mais plus lentement, comme on dit, le tabac, l'alcool, les accidents de la route, c'est bien plus, mais c'est lentement. C'est-à-dire qu'on tolère 200 enfants morts sur la route, et si on fait la limite de vitesse, on va descendre dans la rue, mais pour 5 enfants qui meurent du méningocé, ce qui est bien sûr toujours trop, mais le méningocé, voilà, la méningite, pas seulement le méningocé, on rend un vaccin obligatoire. Je ne critique pas dans les deux cas, je veux dire, simplement, c'est notre démesure par rapport à ce qui est infectieux qui est assez étonnante dans l'histoire de la médecine. Mon idée, c'est que ça vient peut-être de la peste, je suppose. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Merci, docteur Perrineau, Patient zéro, histoires inversées de la médecine aux éditions La Découverte. Et encore une fois, comme je le disais, les librairies rouvrent dès lundi. Vous pouvez vous le procurer. J'ai un dessin pour vous, il est absolument atroce, mais il est formidable. Songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles de médecine vous contemplent. Un dessin de Soulcier.